Bonjour et bienvenue sur Radio Jeune Actu, la radio des élèves du lycée Alain Fournier. Aujourd'hui au sujet, le jugement des crimes nazis après les procès de Nuremberg. Je laisse donc la parole à Romane qui va nous présenter sa chronique. Alors, il est 9 heures le jeudi 7 novembre 1968. Nous sommes au Palais des Congrès de Berlin et assistons à la réunion du parti de la SDU. Lorsque tout à coup, une femme, du nom de Beat Klarsfeld, inflige une gifle au chancelier allemand Kissinger. Mais retournons un peu en arrière si vous le voulez bien. Métro Porte de Saint-Cloud, le 11 mai 1960. Un homme, une femme, un coup de foudre. Lui, c'est Serge Klarsfeld, né en 1935 à Bucarest en Roumanie. Elle s'appelle Beat Kunzel, née en 1939 à Berlin. Ce 11 mai se produit un autre événement comme un écho à leur destin. Des agents du Mossad capturent Adolf Eichmann en Argentine, où le criminel de guerre nazi vivait depuis 10 ans caché. Beat Kunzel épouse Serge Klarsfeld 3 ans plus tard. Dès lors, le couple franco-allemand va sans relâche unir ses forces pour que nul n'oublie les crimes nazis. C'est donc en décembre 1966 que Kissinger devient chancelier à Bonn, et depuis Paris, Beat fulmine. Celle-ci, dans une lettre ouverte, décide de dénoncer le passé nazi du chancelier allemand. Elle réitère quelques mois plus tard ce qui lui vaut d'être renvoyée de son emploi. Mais elle décide tout de même de continuer son combat contre Kissinger, et le 2 avril 1968, elle interrompt pour la première fois le discours du chancelier en criant « Kissinger nazi démissionne ». Elle en viendra quelque temps après à le gifler, ce qui est une image très forte qui restera gravée dans les mémoires. Mais le combat des époux Klarsfeld ne fait que commencer. On pourrait alors se demander pourquoi les actions du couple Klarsfeld et leur traque des nazis ont-elles été nécessaires alors que Nuremberg avait déjà fait son œuvre. Alors déjà, il faut savoir que bien avant la libération des camps et la reddition de l'Allemagne, les Alliés décident au cours même de la guerre qu'il faudra juger les criminels. Donc après la guerre vient le temps enfin de la justice, l'étape indispensable malgré ses insuffisances, voire ses ambiguïtés, pour établir les différents niveaux de responsabilité des criminels, mettre en lumière les mécanismes de la destruction conduisant des êtres humains à perpétrer des crimes contre d'autres humains et à violer l'ordre de l'humanité. Pour la première fois donc dans l'histoire de l'humanité, des procès internationaux sont organisés, l'un à Nuremberg entre 1945 et 1946, l'autre moins connu des Européens à Tokyo entre 1946 et 1948. Le 8 août 1945, les gouvernements donc de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Union soviétique signent l'accord de Londres qui établit le statut du tribunal militaire international chargé de juger les grands criminels nazis. Ce procès de 22 hauts responsables nazis, restés dans l'histoire comme le procès de Nuremberg, se déroule du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Il se tient symboliquement à Nuremberg, ville qui a été le théâtre des grandes manifestations du parti nazi. Le statut du tribunal militaire international de Nuremberg est le premier texte de droit qui définit la notion de crime contre l'humanité comme tout acte inhumain, tel que l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, dès lors que ces actes ou persécutions ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal. Après les procès de Nuremberg qui amènent à la condamnation des principaux ministres et responsables survivants du Troisième Reich, se met en place une série de procès de continuation entre 1946 et 1948. En 1947, par exemple, se déroule en zone américaine le procès des médecins nazis. La justice est plutôt clémente avec certains de ses bourreaux. Par exemple, le docteur Gerhard Rose à Dachau, qui inocculte des maladies mortelles à des milliers de détenus, est condamné d'abord à la prison à vie, puis finalement relâché. Quant à Hertha Oberhäuser, qui pratique des injections mortelles sur des femmes et des enfants et prélève des organes, elle sera libérée pour bonne conduite et retrouvera même son poste de médecin en Allemagne. La même année, le responsable du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, la plus grande usine de la mort, Rudolf Höss, est condamné et pendu sur le lieu de ses crimes. Toujours en 1947 a lieu le procès d'Auschwitz. 40 responsables sont jugés et plus de la moitié d'entre eux sont condamnés à mort. En fait, c'est une part infime des criminels qui ont administré le camp qui a fait plus d'1 million de morts. On estime que plus de 3000 SS sont passés par Auschwitz et plus de 85% d'entre eux échapperont à la justice. Donc à partir de 1948, avec l'entrée dans la guerre froide,
L'Allemagne fait face à de nouvelles menaces et à la division de son territoire dans le cadre du conflit américano-soviétique. Elle souhaite donc tourner rapidement la page du nazisme et rassembler la nation pour affronter les nouveaux périls qui pèsent sur le pays dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte que des amnisties massives d'anciens nazis sont prononcées à partir de 1947. Selon le chancelier Adenauer, il faut laisser passer le passé. De nombreux criminels échappent donc à la justice et profitent de la confusion des années d'après-guerre pour fuir à l'étranger grâce à des réseaux d'entraide nazis. C'est ainsi que le médecin bourreau d'Auschwitz, qui pratique des expériences médicales sur les enfants, des jumeaux surtout, et sélectionne les prisonniers qui seront dirigés vers les chambres à gaz, s'enfuit en 1949 en Argentine. Il ne sera jamais retrouvé et il décédera au Brésil en 1979 de sa belle mort, si je puis dire. Surnommés les chasseurs de nazis, Beat et Serge Klarsfeld ont fait de leur vie un combat contre l'oubli. Leur ténacité sans faille leur permet de retrouver les anciens criminels de guerre installés paisiblement à l'autre bout du monde. Grâce à leurs actions, ils seront tous jugés en France ou en Allemagne. Donc parmi eux, il y a Kurt Lischka, organisateur de la rafle du Veldiv, Herbert Hagen, organisateur de la déportation des Juifs de Bordeaux, et surtout Klaus Barbie, le boucher de Lyon, qui avait torturé à mort le résistant Jean Moulin et déporté les enfants d'Isieux. Nous pouvons donc voir que même après Nuremberg, de nombreux criminels qui avaient alors échappé à la justice furent contraints de purger leur peine. Au fur et à mesure des procès des anciens bourreaux, la mémoire se libère peu à peu et l'histoire se complète. Récemment, en Allemagne, a eu lieu le procès d'une ancienne employée d'un camp de concentration. Celle-ci a d'ailleurs tenté de fuir avant le procès. Nous pouvons tout de même cependant nous interroger sur l'utilité de juger un crime comme celui-ci si longtemps après les faits, et alors que l'accusé est maintenant bien plus âgé. Quant à eux, Beat et Serge Klarsfeld ont consacré leur vie à traquer et à traîner devant les tribunaux les responsables de la Shoah et à défendre la mémoire des victimes de la déportation, notamment des Juifs de France. Ils sont aujourd'hui encore très actifs sur le front de la mémoire, en particulier à travers l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Merci. Merci Romane. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Néré qui a posé quelques questions. Merci. Quels ont été les moyens utilisés par Serge et Beat Klarsfeld pour poursuivre les anciens responsables nazis? Sur quoi appuyaient-ils leurs recherches? Donc, ils appuient leurs recherches sur beaucoup de documentation. Il faut savoir aussi que Serge Klarsfeld est historien. Beat Klarsfeld a travaillé également dans un lieu où on classait les documents, surtout ceux du génocide. Et donc, il s'appuie sur beaucoup de documentation, mais également sur beaucoup d'actions qu'il mène. Donc, par exemple, ils ont d'abord tenté d'enlever, par exemple, Karl Lischka, ils ont tenté de le kidnapper. Bon, ça n'a pas réussi au début. Pareil pour Klaus Barbie, c'est des actions percutantes, ou la gifle, encore une fois, mais qui étaient certainement nécessaires. Une fois qu'ils étaient documentés, ils passaient à l'action. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'indiquer pour quelles raisons Serge Klarsfeld, pour quelles raisons personnelles Serge Klarsfeld est particulièrement touché par cette question? Oui, donc Serge Klarsfeld est d'origine juive. Donc son père a été déporté à Auschwitz, il y est mort. Et ça l'a traumatisé puisqu'il a assisté à l'arrestation de son père. Il était caché dans le double fond d'une armoire avec sa mère et sa sœur. Et ils ont jamais retrouvé leur père qui leur avait dit qu'il survivrait, mais il n'a pas survécu. Je m'arrête là pour les questions. Et en réalité, pendant le cours que nous avons fait tout à l'heure, je vous ai posé l'essentiel des questions que j'avais à poser. Vous avez fait un travail vraiment remarquable. Romane, deux solutions. Soit dans quelques années, vous prenez ma place, soit et éventuellement, j'aurai l'occasion de vous lire dans votre œuvre. Je loue en particulier les qualités littéraires de votre présentation. Donc merci à Romane pour sa chronique et on remercie aussi Axel et Lily qui se sont occupés de tout l'aspect technique de l'émission d'aujourd'hui. À la semaine prochaine et passez une bonne journée.